Et on poursuit cette émission avec Alexis Delapalme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire du groupe Edmond de Rothschild Héritage, marque qui réunit les activités art de vivre détenues par le groupe Edmond de Rothschild. Mais en fait, art de vivre, c'est assez large. Est-ce que vous pouvez me parler plus en détail de ces activités ? Bien sûr. Donc le groupe Edmond de Rothschild Héritage est composé de 3 piliers majeurs. Donc on a un pilier viticole, on a un pilier qu'on appelle chez nous hospitality, donc tout ce qui est lié à l'hôtellerie et la restauration, et un troisième pôle que nous appelons nature, qui regroupe donc nos activités fermières, agriculture, fromagerie et pépinière. Alors les activités viticoles, elles sont réparties sur 7 sites à travers le monde, puisqu'on a la chance d'être présent quasiment sur l'ensemble des continents. Ça va de l'Argentine en passant par l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne et bien entendu la France. Et pour le pôle hospitality, c'est un pôle qui est très orienté donc à Megève, qui est historiquement un pôle important chez nous, puisqu'il a été créé par la baronne Noémie de Rothschild en 1920. Oui. Et c'est un pôle où nous avons, entre 2015 et 2017, d'ailleurs, construit le très beau Four Seasons de Megève. Et historiquement, nous avons l'hôtel, les chalets du Mont d'Arbois, aussi gérés par Four Seasons, et nous avons 5 restaurants de montagne là-bas. Et donc le troisième pôle, c'est le pôle qui regroupe donc principalement l'agriculture et ce qu'on appelle chez nous la compagnie fermière, donc qui fait ce fameux brie truffé, le seul brie fermier de France. On pourra en parler un peu plus tard si vous voulez. Et également donc des activités de pépinière entre Lyon et Valence. Voilà. Donc ça c'est un peu cet univers effectivement qu'on appelle lifestyle. Je préfère dire art de vivre, je trouve ça plus joli. C'est plus joli. Et c'est un nom qui a évolué aussi. C'est intéressant parce que c'est un nom qui a évolué parce qu'historiquement cette société s'appelait la SFHM, la Société française des hôtels de montagne, parce que historiquement ça a commencé uniquement avec Megève, d'où le nom Société française d'hôtels de montagne. Mais évidemment, le nom Edmond de Rothschild Héritage était une manière de regrouper l'ensemble de ces activités et surtout de faire comprendre à nos clients ce qu'étaient nos activités. Mais justement, elles ont l'air assez diverses et effectivement, entre l'hôtellerie et la pépinière, quel est le lien ? Comment est-ce que vous donnez une cohérence à tout ça en fait ? C'est une très bonne question. Il y a un fil conducteur chez nous qui est qui est absolument présent partout. C'est tout ce qui est lié à la notion d'excellence. Donc on est, en gros, tout ce que nous faisons. Donc quand vous faites des sujets, des arbres avec des pépinières, il faut que ce soit les plus beaux arbres. Quand vous décidez de faire un brie truffé, il faut que ce soit le meilleur brie truffé possible, imaginable. Et c'est le cas puisque le lait est issu de nos vaches. On n'achète pas le lait à l'extérieur. Donc déjà là, vous avez un gage de qualité. Quand vous faites un hôtel, eh bien, vous le faites avec une des meilleures chaînes hôtelières du monde, en tout cas en termes de ce qu'on appelle le luxury approach, c'est Four Seasons. Donc on a quand même ce fil conducteur de l'excellence que vous retrouvez dans l'ensemble de nos activités. Idem pour le vin d'ailleurs. Et c'est ce qui prédispose chacun de vos investissements aujourd'hui, c'est le critère d'excellence ? Alors, ça fait partie, c'est un des critères principaux, effectivement, l'excellence. On ne cherche pas forcément, en termes d'investissement, quelque chose qui est gros, ou violent, ou très visible, forcément. Ce que nous recherchons, c'est avant tout la qualité. Et quelque chose, il vaut mieux aller sur un endroit aussi où nous pouvons être plus dans un esprit entrepreneurial. Exactement comme a fait le baron Edmond de Rothschild quand en 1973 il a acheté Clark. C'était rien du tout. Il est parti de quelque chose qui était dans un état moyen pour en faire quelque chose qui est vraiment formidable maintenant. C'est pareil. Pour le fromage, nous avions déjà la ferme des 30 arpents. Ouais. La ferme des 30 arpents n'avait pas de fromagerie. On a décidé, avec un esprit entrepreneurial, donc, de construire enfin c'est le baron Edmond qui a décidé de faire cette ferme des 30 arpents et de créer le fromage. Donc on est plus dans un esprit, on n'achète pas des entreprises, si vous voulez, qui sont clés en main. On aime aller sur quelque chose que l'on peut améliorer. La dernière acquisition très récente dont on peut parler, parce qu'elle a vraiment 3 semaines, on vient de faire une acquisition en Nouvelle-Zélande, où nous sommes déjà présents dans le nord de l'île du Sud, avec le Rimaper. Là, on a fait une acquisition dans le sud de l'île du Sud, à Central Otago. Central Otago, c'est probablement la région où vous trouvez les meilleurs pinots noirs du monde, que certains spécialistes considèrent être à un niveau équivalent que les plus grands Bourgognes français. Typiquement, là, on achète donc 50 hectares de terre, dont 35 hectares plantés. Vous arrivez dans un endroit comme celui-ci, évidemment, nous avons travaillé sur l'amélioration de l'outil de production, parce qu'on réalise que l'outil de production qui est là était pas mal.
mais je sais qu'on va pouvoir l'améliorer. Il y a probablement des parcelles que nous allons arracher pour replanter, pour améliorer encore la qualité du vin. Donc on est dans une démarche en fait qui est assez soft quelque part. C'est toujours essayer d'améliorer ce que on a la chance de pouvoir avoir dans nos activités. Justement, vous parliez d'excellence et quand on pense Edmond de Rothschild, on pense forcément excellence française. Et là, vous me parlez de la Nouvelle-Zélande. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction? Non. Je vous dis non, mais non. Pour une raison je fais l'avocat du diable. Bien sûr, mais pourquoi? Parce que l'excellence à la française ou l'art de vivre à la française, il a toujours été mondial. L'art de vivre à la française ou l'excellence à la française, vous la retrouvez dans l'hôtellerie, vous la retrouvez dans le vin, vous la retrouvez dans le monde entier. C'est une manière d'être, c'est une manière de travailler, c'est une manière de ressentir, c'est une manière de présenter. Et c'est pas du tout incompatible. Je veux dire, ça marche très très bien en Nouvelle-Zélande, ça marche très bien en Afrique du Sud, et ça marche très bien en Argentine. On va revenir sur vos hôtels, d'ailleurs, je devrais dire, à Megève. Vous-même, vous avez un passé chez Accor, vous êtes dans l'hôtellerie depuis très longtemps. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur l'hôtellerie post-Covid? Comment elle se dessine aujourd'hui? Alors l'hôtellerie post-Covid est vraiment compliquée. Je garde évidemment, bien entendu, j'ai des références avec les hôtels que nous possédons, que ce soit à Megève ou encore au Palazzo de Samaniego dans la Rioja. On a un vrai problème post-Covid qui est lié d'abord à un changement de mentalité en ce qui concerne la population qui travaille dans ces hôtels. Ouais. Donc, on a un énorme problème de recrutement. Et je ne parle pas que de... Même dans des hôtelleries de grand luxe. Que ce soit du 5 étoiles ou du 4 étoiles ou du 3 étoiles. Maintenant, trouver du personnel, qualifié, mais qui a envie de faire ce métier, ça devient très difficile. On arrive en plus dans l'hôtellerie, évidemment, on est affecté, et ça, je suis très content de pouvoir l'exprimer ce soir, c'est maintenant avec vous, c'est toute la problématique de l'énergie. Absolument. Ouais. Quand vous avez des coûts d'énergie qui prennent 40 ou 50%, vous pouvez imaginer que sur le compte de perte et profit d'un hôtel, ça devient mathématiquement intenable. Alors on est toujours un petit peu dans l'attente de savoir ce que le gouvernement va faire pour essayer de nous accompagner, comme d'ailleurs il l'a très bien fait avec les PGE pendant le Covid. Mais le sujet de l'énergie, c'est un problème. Voilà. Et ça, c'est un sujet post-Covid, puisque c'est arrivé, en gros, après le Covid et en alignement avec la guerre russo-ukrainienne. Aujourd'hui, est-ce que votre positionnement luxe vous permet de répercuter la hausse des prix de l'énergie dans les prix que vous affichez à vos clients? Alors, ce serait un petit peu simple. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez le faire, mais d'une mesure... il faut que ça soit raisonnable, voire très raisonnable. Il faut bien comprendre une chose, les clients ne sont pas des imbéciles. Si votre plaque de beurre fait x3, ça ne va pas fonctionner. Si votre chambre d'hôtel qui vaut 1500 balles ou 1600 balles, parce que c'est le prix d'un Four Seasons et vous la passez à 2500 balles, ils sont pas idiots les gens. Donc il faut respecter aussi le client, parce que c'est pas une vache à lait. Donc le respect des clients fait partie, à mon avis, des choses qui ne sont pas suffisamment faites, en tout cas pas par suffisamment, je pense, parfois d'hôteliers. Il y a certains hôteliers qui disent « n'hésitez pas à augmenter les prix, doublez vos prix ». Nous, on n'est pas du tout dans cette approche-là. Alors, c'est vrai que nos prix sont déjà hauts. Quand vous êtes dans un Four Seasons en pleine saison, c'est très cher, il faut l'admettre. Vous parlez de saison, j'ai vu qu'il y avait des stations de ski qui commençaient à décaler leur ouverture. Est-ce que tout ça vous affecte? J'imagine que oui. Et deuxième question, de quelle façon est-ce que la guerre en Ukraine et éventuellement l'absence d'une clientèle russe vous affecte également? C'est une bonne question. Dans l'hôtellerie, effectivement, vous avez deux types d'hôtellerie. Vous avez une hôtellerie effectivement qui est ce qu'on appelle corporate, donc qui est une hôtellerie qui marche en gros de janvier à décembre. Et effectivement, vous avez une hôtellerie qui est extrêmement liée à la saisonnalité, qui rejoint d'ailleurs le problème, entre autres, de post-Covid du personnel. Je m'explique. Quand vous avez des hôtels qui sont saisonniers, comme le nôtre par exemple, qui sont ouverts du 15 décembre au 15 mars, fin mars, et que vous refermez votre hôtel avril, mai jusqu'au 15 juin, et que vous rouvrez votre hôtel du 15 juin à peu près au 15 septembre, vous êtes obligé chaque fois de retrouver deux nouveaux saisonniers qui ne sont pas forcément les mêmes entre les saisons. Donc
vous avez raison, il faut travailler sur le rallongement de la saisonnalité. Ce que nous pouvons faire, alors pas sur la saison d'été, mais plutôt sur la saison. La fin de saison d'été, en réalité, on peut essayer de la tirer. Vous tirez votre 15 septembre, et c'est ce qu'on a fait cette année. Je suis très content que vous posiez la question, parce que cette année, nous avons ouvert la Toussaint. Et donc, si j'en juge par votre sourire, ça a été une bonne chose. Non, oui, ça a été une bonne chose. Alors, je vais être très franc avec vous, avec des prix moyens qui ne sont pas ceux, évidemment, de l'hiver, entre le 15 décembre et le 15 janvier, qui sont des prix très élevés. Néanmoins, il y a une appétence de clients, entre autres des Suisses, de Genève, qui sont venus pas mal, et aussi des Lyonnais, d'ailleurs, puisque c'est pas très loin de Megève, et qui sont venus passer 4-5 jours se reposer au Four Seasons de Megève. Parce que finalement, vous pouvez aussi parfaitement trouver, et ça c'est très important, parce que il est nécessaire de trouver en réalité les déclencheurs qui font qu'un client va dans un hôtel. Ça ne peut pas être que la neige et le ski. Donc là, vous avez un spa qui fait 1000 m², qui est le plus grand d'ailleurs spa des Alpes françaises. Là, vous pouvez faire un petit peu de cocooning pendant 3 jours, vous pouvez faire une balade dans la montagne, vous pouvez faire un petit tour en avion dans la montagne aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, même dans une période qui ne semble pas être à première vue la meilleure. Octobre, c'est pas toujours... Octobre-novembre, dans une station de sport d'hiver, il n'y a pas de neige, ça peut sembler un peu triste, et pourtant, ça a bien fonctionné. Donc on va le refaire, et surtout, ça va permettre de stabiliser un petit peu les saisonniers, donc qui partiront peut-être en vacances 15-20 jours, et qui réenclencheront sur mi-décembre. Je voudrais vous interroger sur le nom de votre groupe, parce que je m'intéresse toujours beaucoup à la sémantique, et c'est vrai que dans Edmond de Rothschild Héritage, il y a le mot héritage, donc qui dit héritage dit tradition. Comment est-ce que vous dirigez aujourd'hui ce groupe en y mettant quand même une touche de modernité, parce que vous êtes bien forcé d'une façon ou d'une autre? Bien sûr. Alors, le mot héritage, vous avez raison. Alors, quand on a décidé de travailler sur le nom, c'est en 2016 qu'on a évolué sur ce nom. Déjà, le nom en tant que tel, il est formidable. Le nom Edmond de Rothschild, c'est un nom magique, c'est un visionnaire. Donc, on a évidemment repris ce nom-là. Et le mot qui l'accompagne, héritage, a été pensé pour une raison très simple. L'héritage est synonyme de transmission. La transmission chez Edmond de Rothschild Héritage et chez Ariane de Rothschild est quelque chose d'essentiel. Ça fait tout à fait et entièrement partie de notre ADN. Je parlais d'excellence tout à l'heure, mais la transmission aussi est un élément fort. Voilà. Donc, pour venir à la modernité, on peut s'appeler héritage et parler de transmission et est effectivement moderne. Je m'explique. Lorsque vous continuez à faire votre brie avec une pelle à brie à la main, rien ne vous empêche néanmoins à côté d'avoir des robots de traite. On a quand même près de 350 vaches. Écoutez, les robots de traite, c'est certainement moderne, mais ça a fait un bien fou à nos vaches. Dans le sens que c'est elles qui décident quand elles vont se faire traire. Elles sont beaucoup plus relaxes. Et en conclusion, comme elles sont beaucoup plus relaxes, elles produisent un peu plus de lait. Et donc, nous, on produit un peu plus de fromage. Oui, c'est plus moderne, mais elles sont beaucoup plus contentes. Et à côté de ça, le plus important, parce que la vache, c'est très bien, mais le plus important, c'est nos équipes. Parce que il est essentiel de penser aussi à la pénibilité. Ce sont des boulots difficiles. Ouais. Quand vous êtes dans les vignes et que vous vous levez à 5h du mat, ou que vous vous levez à 4h30 pour la fromagerie, c'est pas des boulots, c'est difficile. Donc il faut aussi penser, et pour moi c'est absolument essentiel de penser à cet aspect social des choses. On ne peut pas diriger une entreprise en pensant uniquement profit. Je veux dire, non, ce n'est absolument pas envisageable. Ça ne marche plus comme ça de toute façon. Je veux dire, vous devez intégrer le respect des équipes. Et ça peut sembler un peu bateau, mais tout le monde ne le fait pas. Nous, ça fait partie des choses qui sont importantes parce que, à la fin, vous voyez bien qu'en les accompagnant, ils bossent mieux, ils sont plus heureux et tout fonctionne mieux. Et vous êtes surtout dans une ambiance de travail qui est quelque part, que je pourrais appeler agréable. Merci beaucoup, Alexis de la Palme. Je rappelle que vous êtes président du directoire du groupe Edmond de Rothschild Héritage.